Mercredi 19 juillet 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, la fuite de sujets de la matière histoire-géographie durant l'épreuve du baccalauréat n'est pas encore prouvée pour l'instant, selon les informations émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, face aux rumeurs et diverses polémiques sur les réseaux sociaux. Néanmoins, les responsables ont pris la décision de changer de sujet et d'utiliser le deuxième sujet d'histoire-géographie. L'attente de ce deuxième sujet a engendré un retard d'environ 1 heure et plus cet après-midi. Les séries A, C et D dans toute la grande île ont été concernées par ce retard. Dans la foulée, le ministère de l'Enseignement supérieur a déjà pris les mesures nécessaires face à cette tentative de déstabilisation, selon les explications. Page politique pour continuer, les techniciens de l'OIF procèdent à l'audit du fichier électoral. Ainsi, le rapport final de cet audit est attendu après le 20 juillet, date prévue pour la publication de la liste électorale définitive. Il est à noter que ce fichier électoral sera utilisé pour toutes les élections qui se tiendront à Madagascar avant le mois de mai 2024. Les détails avec Céline Khanir-Lantou. La CENI a procédé à la rectification des faits détectés sur la liste électorale arrêtée au mois de juin dernier. 29 144 doublons ont été repérés et une opération de dédoublonnage a été menée depuis. Mis à part les recommandations sur le côté numérique, les auditeurs ont également proposé à la CENI l'importance des requêtes pour modifier les textes nécessitant l'intervention du gouvernement et du Parlement afin d'améliorer les textes électoraux et d'autres textes en rapport avec les élections. Par ailleurs, 2 facteurs majeurs sont pris en compte afin de juger de la fiabilité de la liste électorale, notamment l'exactitude, c'est-à-dire la vérification de l'exactitude de toutes les informations contenues dans la liste électorale, et l'exhaustivité. Lors de l'audit mené par les techniciens de l'OIF ou Organisation internationale de la francophonie, la loi, le rapport entre l'augmentation de la population et le nombre d'électeurs, mais surtout l'aspect de la comptabilité systématique sont les points à mettre en exergue. L'objectif est d'avoir des élections transparentes en ayant des statistiques fiables. Avant la publication officielle du fichier électoral, il est prévu que ces techniciens approuvent les résultats de leur inspection. Madagascar a reçu un prêt d'une valeur de 20 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement. Cette somme servira à promouvoir le secteur de la pêche et de l'agriculture durable et sera utilisée notamment pour l'implantation d'un complexe industriel pour la transformation de maïs et de riz à Maintran dans la région Mélec, ainsi que l'implantation d'une usine de surgélation moderne pour la promotion de la pêche de poulpe à Voyemar, région Sava. Il s'agit de projets sur lesquels le gouvernement travaillera avec une entreprise privée. Les détails avec Anione Martina sur les images de Nzar Hadjiansou. Grâce à ce prêt de 20 millions d'euros de la part de la Banque européenne d'investissement, la dépendance de Madagascar aux importations de maïs et de riz sera réduite et permet ainsi de promouvoir le secteur agricole et de la pêche dans le pays. De grands projets seront mis en œuvre avec ce financement. D'une part, l'implantation des complexes industriels qui servira à transformer le riz et le maïs et de produire de l'huile alimentaire pour le marché local à Maintran dans la région Mélec. Et d'autre part, l'implantation d'une usine de surgélation moderne qui disposera d'équipements et de réfrigération pour promouvoir la pêche de poulpe à Voyemar dans la région Sava. 12 000 tonnes par an, tel est le tonnage de poulpe qu'obtient Madagascar chaque année. Ce chiffre a augmenté grâce à l'installation d'une réserve marine temporaire, selon les explications. Par conséquent, ce projet permettra aux pêcheurs de garder frais leurs produits et d'étendre leur marché que ce soit à l'intérieur qu'à l'international. Par ailleurs, il est estimé que la production de maïs à Maintran augmentera jusqu'à 40 000 tonnes par an après l'installation d'une industrie de transformation de ce produit dans cette localité. Environ 1500 emplois devraient être créés grâce à ces 2 projets dans les zones d'intervention, selon toujours les informations.
Ensuite, 4000 jugements supplétifs d'actes de naissance seront délivrés dans 10 communes de la région d'Itas. C'est le fruit de la collaboration entre l'OIF et le ministère de la Justice. La signature de convention à cet effet s'est tenue ce jour à Tanarin. Patricia Rakout Malal sur les images de Hassan Rafal Zanaj. Plus de 9000 enfants n'ont pas de copie d'acte de naissance dans la région d'Itas, dont 6133 à Souavnadjin, 3100 à Miranariv et à Rivoudmam, selon les chiffres publiés en 2022. Les raisons à cela sont multiples. L'état civil se situe au cœur des missions de l'OIF, car il contribue à la promotion de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme. D'où la collaboration avec le ministère de la Justice. Nous en réjouissons d'autant que nous apportons un plus à l'action du gouvernement et particulièrement à la réforme de l'état civil, ce vaste chantier qui a été engagé par Monsieur le Président de la République. Et ce faisant, nous nous sentons particulièrement proches de nos populations, particulièrement proches des populations les plus vulnérables et les plus fragiles, et particulièrement ces enfants qu'on appelle fantômes, qui n'ont pas eu jusqu'ici d'identité et qui vont recouvrer leur place dans la société malgache. 4000 enfants de 10 communes de la région d'Itas se verront distribuer un jugement supplétif d'acte de naissance du mois d'août jusqu'en octobre prochain. L'objectif général du projet est de promouvoir et de protéger les droits des enfants en leur accordant une existence juridique par l'organisation des audiences foraines dans la région d'Itas afin de délivrer des jugements supplétifs d'actes de naissance pour la population, notamment surtout les enfants, afin de permettre à l'enfant de jouir de tous ses droits en tant que citoyen à l'âge adulte. Acquisition de la carte d'identité nationale, droit à l'emploi, droit au vote, possibilité de se marier civilement, droit à la scolarisation, etc. Rappelons que selon la loi 2018-027 du 8 février 2019, les parents disposent de 30 jours pour déclarer leurs enfants auprès de la mairie. Ne pas avoir d'acte de naissance empêche les enfants de bénéficier de leurs droits et la signature de convention entre le ministère de la Justice et l'OIF s'est tenue ce jour. Les tarifs de transport en taxi-brousse vers Madingue et Touamas connaîtront une augmentation de 10% à partir de samedi. La raison de cette augmentation est la compensation des pertes des transporteurs. En effet, durant la période des vacances, les taxi-brousse sont pleins pour les trajets allés, mais ils peinent à trouver des voyageurs pour le trajet retour. Les tarifs reviendront toutefois à la normale après la période des vacances, selon une enquête menée à la gare Maki d'Andouatapenak aujourd'hui. Fajessena Mireille sur les images de Hassan Rafal Zanari. Les tarifs de taxi-brousse reliant Antananarive-Touamas passeront à 35 000 arrières s'ils sont de 30 000 arrières habituellement, tandis que les tarifs pour les véhicules reliant Antananarive-Madingue connaîtront une augmentation allant jusqu'à 10 000 arrières, ce qui signifie que le billet coûtera 60 000 arrières au lieu de 50 000 arrières habituellement. Ces hausses seront effectives à partir de samedi 22 juillet, selon la déclaration de Fidra Nevson, responsable au sein de la gare Maki d'Andouatapenak. Ainsi, ceux qui vont partir en vacances à partir de cette date devraient prévoir un budget plus conséquent pour le transport. Les passagers ont été prévenus à l'avance de cette augmentation. Le gestionnaire de la gare Maki d'Andouatapenak a affirmé que tous les voyageurs doivent effectuer les réservations à l'avance une fois l'examen baccalauréat terminé en raison du nombre élevé de passagers. L'augmentation des tarifs s'appliquera uniquement pendant la période des vacances. Ils reviendront ensuite à la normale selon toujours les informations. Page fait divers pour continuer. 3 personnes ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt à Danmour en raison du vol d'un grand pylône de la Jirama. Ces 3 hommes ont été arrêtés par les gendarmes du commissariat d'Ambouy-Malaz samedi dernier sur la RN2 lorsque les gendarmes ont reçu un appel les informant de cet acte. Lors de la perquisition, il a été constaté qu'ils avaient volé des pylônes en acier de la Jirama à un Tanetlav Ambouy-Malaz. 8 pylônes en acier mesurant 6,
4 et 1 mètre. L'affaire a été portée devant le parquet hier et en attendant leur jugement, ces 3 personnes sont détenues à la prison d'Intanmour. Passons à présent aux actualités internationales. En Italie, 23 villes sont placées en alerte rouge ce mercredi. À Rome, le mercure a frôlé les 42 degrés Celsius la veille et les autorités ont dû prendre des mesures de précaution particulières pour protéger jeunes et anciens de la fournaise. France 24. Aujourd'hui, 23 villes italiennes sont placées en vigilance rouge. C'est le plus haut niveau d'alerte. Les températures devraient dépasser les 40 degrés dans une bonne partie du pays, avec un pic attendu à 44 degrés dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Une chaleur forte, étouffante, amplifiée par l'humidité. Hier, la ville de Rome a enregistré un record. Les températures ont frôlé les 42 degrés, du jamais vu en Sardaigne. Le mercure a atteint les 45 degrés. Le ministère de la Santé poursuit son plan chaleur activé dans les hôpitaux publics de la péninsule. Il prévoit notamment le renforcement des services d'urgence et des unités mobiles de soignants pour porter assistance à domicile aux personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées. Selon les prévisions, cette chaleur extrême devrait continuer à frapper le sud de l'Italie au moins jusqu'au début de la semaine prochaine. En Israël, des milliers de personnes se sont de nouveau mobilisées mardi, bloquant des gares et des routes pour dénoncer le projet de réforme judiciaire porté par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Fait rare, ils ont été rejoints par des réservistes de l'armée. Ces derniers ont bloqué le ministère de la Défense. France 24. Attachés les uns aux autres, ces Israéliens sont des réservistes de l'armée. Et ce mardi matin, ils ont décidé de bloquer l'entrée du ministère de la Défense pour protester contre la réforme de la justice voulue par Benjamin Netanyahou. Nous servons dans l'armée et nous payons des impôts. Nous sommes ici pour dire au gouvernement, plus vous ferez pression, plus nous résisterons. Nous sommes ici pour dire non à la dictature. Ce bras de fer entre réservistes et gouvernement n'est pas nouveau. Le 8 mars dernier, au plus fort de la crise, des centaines d'anciens soldats encore régulièrement appelés refusent de servir. Exemple, avec l'escadron 69 de l'armée de l'air chargé des bombardements longue distance. Sur les 40 pilotes réservistes qu'il compte, 37 cessent à l'époque de s'entraîner pour aller manifester. Une révolte inédite au sein de l'appareil militaire de l'État hébreu. Un choc aussi dans un pays où la sécurité est une priorité absolue. Ajoutée à la colère populaire, elle pousse le gouvernement à suspendre le texte controversé. Le Premier ministre israélien l'a redit ce lundi, il ne tolérera aucune fronde de leur part. L'incitation au refus et le refus lui-même sont contraires à la démocratie et à la loi. Il est inacceptable qu'un groupe au sein de l'armée menace le gouvernement élu. En Israël, les réservistes sont 3 fois plus nombreux que les soldats d'active. 465 000 hommes et femmes totalement intégrés dans le dispositif de l'armée, bien qu'ils ne soient pas en poste tous les jours. Après le service militaire obligatoire, la période de réserve imposée s'étend jusqu'à 40 ans. Mais dans les faits, beaucoup d'Israéliens servent jusqu'à 50 ans, à raison de plusieurs semaines chaque année. Leur absence est donc susceptible de vite déstabiliser le dispositif sécuritaire israélien. Et le militaire américain probablement détenu en Corée du Nord après avoir franchi la frontière avait auparavant passé 2 mois de prison en Corée du Sud pour agression, selon un responsable de Séoul, identifié par l'armée américaine, Travis King, soldat de 2e classe engagé depuis 2021, a traversé volontairement et sans autorisation la frontière entre les 2 pays. France 24. Des centaines de touristes la visitent chaque jour. C'est ici, près de la zone démilitarisée, la DMZ, qui sépare la Corée du Sud et la Corée du Nord, qu'un soldat américain a été arrêté. D'après l'ONU, il se trouvait dans la zone de sécurité commune, un secteur sous contrôle des Nations Unies, lorsqu'il aurait franchi la ligne de démarcation. Une version confirmée par le secrétaire américain à la Défense. Ce que nous savons, c'est qu'un de nos militaires qui était en excursion a volontairement et sans autorisation franchi la ligne de démarcation militaire. Nous pensons qu'il est détenu par la Corée du Nord.
Et donc, nous surveillons et nous enquêtons sur la situation, en même temps que nous travaillons pour informer les soldats les plus proches. Nous nous engageons à résoudre cet incident. Selon la chaîne américaine CBS, il s'agirait d'un soldat qui devait retourner aux États-Unis pour des raisons disciplinaires. Mais il aurait réussi à quitter l'aéroport et à se joindre à un groupe de visiteurs de la DMZ. Embarrassant pour Washington, cet incident survient alors que les relations diplomatiques entre les deux Corées sont au point mort. Déterminé à augmenter les armements dans son pays, en particulier les armes nucléaires tactiques, le dirigeant nord-coréen continue également de mener des tests de missiles. En réponse, la Corée du Sud et les États-Unis ont renforcé leur coopération militaire ces derniers mois, en menant notamment des manœuvres conjointes. Lors d'une réunion sur le nucléaire ce mardi, les deux pays ont d'ailleurs annoncé qu'un sous-marin nucléaire américain faisait escale à Busan en Corée du Sud. Cela n'était pas arrivé depuis 1981. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.